Samedi 1er juillet 2017, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. La semaine écoulée a été agrémentée par plusieurs événements politiques qui influeront les jours à venir sur la vie politique nationale avec un véritable bouleversement au sein de plusieurs partis politiques qui d'ailleurs traversent une période de crise depuis l'alternance survenue au pouvoir depuis le 6 avril 2016. Le maire Sévérin Adjovi a été destitué hier vendredi de la tête de la municipalité de Ouidah. Le tribunal de première instance de Cotonou a rendu public ce jeudi 29 juin 2017 une décision à travers laquelle il est défendu à Emmanuel Golou d'organiser son congrès extraordinaire prévu se dérouler du 30 juin au 1er juillet 2017. Il lui est notifié également qu'il ne prendra plus de décision au nom du Parti social-démocrate PSD et selon l'ordonnance, Bruno Amoussou est toujours reconnu comme le président du dit parti. Mercredi dernier, à l'issue du conclave gouvernemental hebdomadaire présidé par le chef de l'État, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de poursuivre Komi Kouché, Servé Adjovi, Valentin Djenontin, Idriss Oubako, Lazare Akoumaï, Jacob Ishola et bien d'autres pour avoir été les acteurs principaux d'une perte estimée à 125 milliards de francs CFA dans la gestion de la filière coton par le régime du président Thomas Bouniaï de 2013 à 2016. Et la vulgarisation du programme d'action du gouvernement en temps de PAG 2016-2021 fait l'objet de plusieurs campagnes de sensibilisation de la part de plusieurs disciples ou adeptes de la rupture. S'agit-il d'actions légitimes ou d'actes propagandistes? Autant de sujets que nous allons décrypter dans cette émission. Et pour ce jour, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Armand Danou, rédacteur en chef du quotidien Le Télégramme, et Franck Danoumet, directeur de publication du quotidien Nokoué. Bienvenue, bonjour. Tout de suite, le décryptage. Alors, comme je l'annonçais en titre, le décryptage sera avec Armand Danou. Armand Danou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes en face de Franck Danoumet. Franck, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le maire Sévérin Adjovi a été destitué. Je commence par vous, Franck. Alors, ça vous inspire quoi, ce tact? Non, je pense que c'est triste. On pensait avoir fini définitivement avec ce feuilleton qui... la plaque de destitution des maires des communes du Bénin. Voilà, qui depuis l'avènement au pouvoir de Patrice Talon a sérieusement secoué le processus de décentralisation que notre pays a entamé en 2002-2003. Malheureusement, il faut croire que les vieux démons ont la peau dure et les voilà qui refont surface. Surgissent. Alors, et oui, moi, personnellement, ça me dérange parce que quand ça se passe comme ça, cette destitution a été déjà programmée une première fois, elle a échoué. On a repris, ça veut dire que depuis l'échec intervenu il y a quelques mois, les gens ne se sont pas mis au travail, voilà, pour le développement de Ouidah. On a passé tout le temps à essayer de réunir certainement la majorité qu'il faut pour destituer. Qu'est-ce qu'on reproche à Sévérin Adjovi? Perte de confiance, gestion libre, gestion... Non, je pense que tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est des mots. Armand Danou, alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une main invisible derrière la destitution de Sévérin Adjovi? Une main invisible, je ne saurais le dire, d'autant plus que nous sommes sur le terrain politique et tout peut arriver. Moi, je ne saurais citer le nom de qui que ce soit. Je pense tout simplement que la situation qui prévaut dans notre pays en matière du processus de la décentralisation dans notre pays est déplorable. Moi-même, je suis également triste comme mon confrère d'en face qu'on assiste à ces destitutions de maires à tout vent et avec quel genre d'arguments également. On dirait sont les mêmes. Des copies-collées, on dirait même. Donc, vraiment, c'est tout à fait triste d'assister à ces choses-là. Et moi, je me demande quel crédit de confiance que les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers également, vont accorder à notre processus de décentralisation. Cela ne veut pas dire que lorsqu'un maire fait mal, lorsqu'un maire gère mal, il ne faudrait pas qu'on hausse le ton, qu'on en parle. Et il faut en parler. Mais ce qui frise beaucoup plus, c'est que la plupart des arguments brandis par les conseillers frondeurs sont pratiquement les mêmes choses. Et c'est du copie-coller. Ça ne fait pas du sérieux. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure à l'entame, nous avons au niveau du PSD, nous avons
Emmanuel Golo qui a été interdit de tenir son congrès ordinaire et Franck Dangomé. Est-ce que vous ne pensez pas que la justice du pays n'est presque pas autonome aujourd'hui? Parce qu'on a vu dans le passé, elle a autorisé à certaines personnes d'organiser leur congrès. Et pourquoi ici la justice interdit ce congrès, la tenue de ce congrès? Non, mais vous faites très bien de le dire, parce que c'était la semaine dernière, le vendredi dernier justement, on attendait que la justice saisie dans le cadre justement de la crise au niveau de la Renaissance du Bénin puisse accéder à la demande du président du parti, notamment M. Léadi Finance Oglo, d'interdire l'organisation d'un congrès par certains fondeurs du parti, malheureusement, se disent réformateurs, réformateurs, fractionnistes, d'autres les appellent même putschistes, tout ça, bon, voilà. Malheureusement, la procédure en référé a été ajournée et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de dénouement. Donc, voilà que au même moment pratiquement, au niveau du PSD, déjà jeudi, la justice sort une ordonnance pour interdire l'organisation du congrès de Emmanuel Golo, dont on connaît par ailleurs les difficultés avec le régime en place. Alors, donc, cela frise quelque chose, cela amène à se poser des questions. Le régime en place, c'est l'instigateur? Dans le même temps, non, vous savez, je n'irai pas jusqu'à le dire, mais je pense qu'il y a, voilà, jusqu'à l'affirmer, mais je pense qu'il y a des faits, il y a des éléments qui, quelque part, amènent à une telle conclusion. Mais je voudrais faire remarquer qu'au niveau du PSD, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. Ce paramètre-là, c'est que après les modifications intervenues lors du congrès, je crois, de 2015, il y a que l'actuel bureau dirigé par Emmanuel Golo n'a pas pris les dispositions pour aller faire les modifications au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, si ces informations que nous avons reçues sont vraies, c'est que tout ce qui s'est passé à tout droit paraît légitime. Voilà, paraît légitime parce que justement, des gens n'ont pas fait leur travail. Et si c'est le cas, quelque part, on dirait que c'est bien fait pour Emmanuel Golo. Alors, est-ce que c'est vraiment bien fait pour Emmanuel Golo, Armand? J'ose bien le dire également. C'est bien fait pour Emmanuel Golo, puisque les informations qui fusent de toutes parts démontrent que Emmanuel Golo et puis toute son équipe actuelle n'ont pas rempli les formalités qui leur donnent une légitimité en tant que telle au niveau de leur formation politique. Cela dit, je pense que ça va amener bon nombre de chefs de partis politiques à prendre des dispositions juridiques pour pouvoir être vraiment légitimes envers eux-mêmes. Et comparer la RB et puis le PSD, je pense que la comparaison ne pouvait pas être faite à ce niveau-là. D'autant plus qu'au niveau du PSD, nous sommes d'accord qu'il y a un problème de test qui se pose. Il y a un problème de test, ce qui n'est pas le cas au niveau de la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin, le problème qui se pose là, c'est non-organisation du congrès. C'est ce qui avait été brandi par les frondeurs ou bien les putschistes. Ça dépend du nom que les réformateurs et autres. Donc, je pense que on ne peut pas comparer, ce ne sont pas les mêmes cas. Il faut essayer. Je suis peut-être d'accord que comparaison n'est pas raison, mais nous parlons des partis politiques. Nous parlons des partis politiques. Et quand on parle de partis politiques, on parle de la vie de notre pays, de la vie et de l'animation de notre démocratie. Et quand il s'agit de ça, je pense que chacun des acteurs, le gouvernement en premier, a intérêt à œuvrer pour que justement il y ait stabilité au niveau des partis politiques. Parce que si ça se passe comme ça, c'est que c'est le militantisme qui est mis en mal. C'est l'animation de la démocratie qui est mise en mal. Au niveau de la Renaissance du Bénin, moi personnellement, je pense, pour avoir lu les textes de la Renaissance du Bénin, que ce qui s'est passé à la Renaissance du Bénin est totalement illégal. C'est-à-dire la destitution du président, l'exclusion du président, l'organisation d'un congrès, tout ça, c'est parti sur une base illégale. À partir du moment où les réunions, ou notamment la première réunion tenue par les frondeurs,
le 19 mai, voilà, à Abomey, cette réunion n'a aucune légitimité parce qu'il n'y a que le président de la Renaissance du Bénin qui a qualité, qui a prérogative, pouvoir pour convoquer les réunions extraordinaires du bureau politique. Voilà des gens qui se réunissent et en violation des tests, qui prennent des décisions, qui vont au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur, qui a par ailleurs connaissance de ces tests-là, qui leur donne acte, cela pose un problème. Et quand on regarde un peu les difficultés que Léari Soglo a depuis l'avènement de Patrice Talon, notamment avec le gouvernement, et que le président lui-même, au cours d'une rencontre solennelle officielle, dise de sa bouche qu'il n'a pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou, en d'autres termes avec le maire de Cotonou, qui est le président de la Renaissance du Bénin. On a vu un peu comment ça s'est passé, on a vu les accointances de certains ministres du gouvernement, de certains proches du gouvernement avec les frondeurs, on a vu le rôle qu'ils ont joué dans cette crise-là. On comprend qu'il y a une main invisible et les gens ne l'ont pas cassé. Les gens ne l'ont pas caché parce que Roselyne Soglo a dit que Léari Soglo était en train de recevoir les coups qu'elle devrait recevoir pour s'être opposée à la révision de la Constitution. Donc, quand ça se passe comme ça, au niveau de du PSD, on peut dire que ce n'est pas la même chose, mais je dis qu'il y a des faits qui amènent à se dire que ce qui se passe au PSD n'est pas totalement anodine et que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de main invisible. Parce que quelqu'un a dit, pour réussir en politique, pour remplir au Bénin, il faut anéantir la concurrence. Pas totalement anodine. Moi, je pense que pour le rôle que nous jouons, nous, en tant que journalistes, ne sommes pas là pour faire de la propagande pour X ou Y, mais nous nous basons tout simplement sur des faits. Les faits sont là. Est-ce qu'il y a comparaison à faire entre le cas de la Renaissance du Bénin et puis le cas du PSD? Non. Non, tout simplement parce que, vous voyez par exemple, mon confrère a parlé tout à l'heure des frondeurs de la Renaissance du Bénin. Sur quelle base, eux, ils ont organisé la rencontre d'Abomey? Est-ce que les tests de la Renaissance du Bénin leur permettent, leur accordent ce droit-là d'organiser cette séance-là? Quelles sont les démarches ces frondeurs-là avaient menées pour amener le président de la Renaissance du Bénin à organiser cette rencontre et ça n'avait pas marché? Vous êtes d'accord avec moi que quand vous adhérez à une maison et que vous avez des tests qui font quand même, qui donnent quand même une autorité quand même suprême au patron, si vous n'êtes pas d'accord, vous claquez la porte. Vous claquez la porte, justement. Vous claquez la porte à la Renaissance du Bénin, justement, vous claquez la porte. Mais lorsqu'il y a des failles au niveau des tests de la maison, les gens vont en profiter. Si au sein de la Renaissance du Bénin, il y a de ces failles, moi je pense tout simplement que les frondeurs ont profité tout simplement. Maintenant, ils sont allés loin. Il n'y a pas de faille parce que c'est le président seul qui a les prérogatives d'organiser les pareilles assises. Tout compte fait, ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Ils sont allés jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur. Va-t-on nous dire que le ministère de l'Intérieur est complice de toutes ces choses-là? Moi, je ne saurais le dire. Mais le ministère de l'Intérieur, n'oubliez pas 2001, le ministère de l'Intérieur a donné justement sous le ministre Tarema. Et ça s'est passé avec Nathanaël Ba sous le ministre Tarema. Et ils avaient été reconnus. Mais on est allé devant la justice, notamment la Cour suprême, qui les a déboutés, qui a donné raison à l'autre partie. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'un gouvernement s'immisce prend un peu parti comme ça contre les Soglo, disons les choses par leur nom, en ce qui concerne la Renaissance du Bénin. Donc, je pense tout simplement que pour le moment, à l'étape actuelle, le dossier ou bien l'affaire est pendante devant la justice. Donc, et la justice va donner son truc là. Maintenant, pour le moment, est-ce que c'est un parti politique bicéphale? On attend bien de voir ce que ça va donner. Puisqu'on apprend, on apprend justement que, bon, je ne sais pas si c'est encore vérifié, que l'autre côté également veut organiser son congrès. Donc on attend bien de voir ce que ça va donner. Oui, on attend de voir ce que ça va donner. En attendant quand même, nous n'avons pas seulement la Renaissance du Bénin qui subit un problème, nous avons les barons de l'Alliance Force pour le Bénin émergent qui traversent vraiment une période qui incarne quand même une persécution quand même, ou un acharnement. Nous avons récemment un audit qui a été réalisé par le gouvernement actuel, celui réalisé par le cabinet Mazars, qui a été étudié en Conseil des ministres dernier. Et là, selon le relevé ou le rapport de
de cet audit, il est inscrit que 125 milliards sont estimés quand même comme pertes lors de des campagnes cotonnées de 2013 à 2016, gérées par Komi Koutié, Valentin Denotin, Idriss Soubako et bien d'autres anciens ministres et anciens directeurs techniques ayant contribué à la filière coton. Franck Dannemey, ça vous inspire quoi? Quelle est votre perception de cette... Primo, je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement veuille auditer. Que le gouvernement audite. Mais pourquoi la période est ciblée? Pourquoi c'est de 2013 à 2016? Voilà, j'allais y arriver. Donc, je commençais en disant que le gouvernement est dans ses droits de vouloir vérifier ce qui avait été fait. Oui. Parce que lorsqu'on met de l'argent public, il faut vérifier si l'utilisation qui a été faite, si la gestion qu'on a faite est orthodoxe. Mais, il y a des éléments, encore une fois, qui amènent à se poser des questions. Pourquoi c'est de 2013 à 2016? Sachant que de 2006 à 2012, l'actuel président de la République, Patrice Talon, a rayé un maître dans la filière coton. Pourquoi n'a-t-on pas pris en compte la période où il était là? Quand on sait que chaque année, des milliards de subventions sont injectées dans la filière coton. Et on nous a chaque fois dit qu'on avait fait une prévision de... je suppose, j'appelle comme ça, de 400 000 tonnes, et qu'à l'arrivée, c'est peut-être 150 000 tonnes qu'on a eu, ou 200 000 tonnes qu'on a eu. Le gap là, la différence là, est passé où? On nous a jamais rendu compte de ce qui a été fait de la différence. On nous a jamais dit qu'il y a eu ristourne. Au contraire, c'est souvent que des producteurs n'ont pas été payés, que des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Donc, que subitement on décide de vérifier la gestion qui est faite de cette filière-là et qu'on se limite seulement à 3 ans en arrière, à 3 campagnes en arrière, cela pose un problème. Et lorsque vous regardez un peu les acteurs, nous allons faire la part des choses. Il y a des acteurs politiques et il y a des acteurs techniques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, regardez un peu les hommes politiques qu'on a cités. Idriss Soubako, Valentin Denotin, Komi Koutié. On s'arrête là, juste voilà. là. Quand on cite ces 3 personnes-là, vous voyez que c'est des gens qui ont aujourd'hui une position contraire à la position du gouvernement. C'est-à-dire, c'est des gens qui osent lever le ton, se prononcer pour dénoncer un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de leur dire « taisez-vous » ou alors « je vous fous en prison » Est-ce que ce n'est pas une façon de le dire de cette façon, de faire que d'aller chercher? Moi, personnellement, je suis d'accord qu'on punisse ceux qui gèrent mal, ceux qui, d'une certaine façon, ont fait mauvaise utilisation des fonds publics, mais que cela se fasse de façon impartiale et de façon à donner raison au peuple. C'est tout ce que moi je dis. Quand même, le gouvernement actuel ne sait pas encore si lui aussi va bien gérer et qu'il n'y aura pas de gabégie à son niveau. Armand Dannemey, est-ce que selon vous, quand même, cet audit qui a été réalisé par le cabinet Maza est un audit prémédité? Est-ce que c'est un audit qui a intention quand même de vouloir jeter certains adversaires politiques en prison, pour être clair? Audit prémédité, je ne saurais le dire, mais tout compte faire, on sait qu'à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, il a commandité un certain nombre d'audits dans certaines structures d'État du Bénin. Et là, je pense que... Il a commandité. C'est lui-même qui a lancé les audits. Oui. Ce n'est pas une autre structure qui a lancé ou bien le cabinet Maza qui s'est levé. Non, c'est le gouvernement qui a lancé. Et le gouvernement a lancé, c'est pour avoir un résultat. Et je pense que les résultats de ces audits-là, dans les différentes structures de l'État, sont là. Et je crois bien savoir que les Béninois, nous devons savoir ce que nous voulons en fait. Nous devons savoir ce que nous voulons. Il y a de cela quelques semaines, il y a bon nombre de Béninois qui ont réclamé les résultats de ces audits. Et on demande même pourquoi le gouvernement ne publie pas les résultats de ces audits-là. Et maintenant, aujourd'hui, permettez-moi s'il vous plaît, aujourd'hui, on publie ces résultats-là et on estime que c'est de la chasse aux sorcières. C'est une manière pour boucler, pour demander à ceux-là qui critiquent le gouvernement de se taire. Non, je ne pense pas. Et je pense également que ceux-là qui ont été cités, ce sont ceux-là qui ont géré le pays par le passé. On ne va pas appeler le nom des gens qui n'ont pas géré le pays, s'il vous plaît. Ce sont ceux qui ont fait leur preuve. Ce sont ceux-là. S'il y a malversation, s'il y a gabégie, s'il y a mauvaise gestion, que ceux-là souffrent, qu'on cite leur nom. Encore qu'on cite leur nom, cela ne veut pas dire que devant la justice, que ça veut dire qu'on les a déjà épinglés.
Et je pense tout simplement que... Oui, avant bien que vous finissiez, j'ai une question quand vous vous lancez. Oui. Mais quand comment on appelle, que mon cher ami Franck était en train de parler tout à l'heure, il n'a pas évoqué quand même que les Béninois déplorent que les rapports sont rendus publics. On déplore la période choisie. La période choisie. Mais dans quelle période? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, on sait que le président Patrice Talon et bon nombre de son entourage avaient participé de façon plus active, comme on appelle, à la gestion de la filière coton depuis 2006 jusqu'à 2012. Et pourquoi on veut faire des audits et on commence par prendre de la partie où on n'est plus dans le système. On n'est plus dans le système. Quand même encore les noms qui ont été cités aujourd'hui, moi je vous fais une confidence, il y a des noms qui n'ont pas été cités et qui avaient été même qui avaient divisé des communautés dans cette période, dans la filière coton et qui n'ont pas été cités. Pourquoi ils n'ont pas été cités? Si vraiment on doit citer tous les noms pour que vraiment en gauche, si vraiment il y a eu gabégie, comme on le dit, parce que quand on parle de gabégie, je pense que le français est très précis, il n'y a pas eu détournement, il y a eu gabégie, c'est-à-dire que l'argent a été mal exploité. Dilapidé. Alors, je pense que le gouvernement est dans son rôle, ou soit est bien placé pour répondre. Nous ici, ça va susciter des commentaires au sein de l'opinion publique, des critiques au sein de l'opinion publique. C'est tout à fait normal qu'il y ait de ces genres de choses. Et je pense tout simplement que le gouvernement est dans son rôle d'expliquer, de donner les éléments nécessaires pour pouvoir dire de telle période, je l'ai choisi tout simplement pour telle chose. Je ne suis pas placé pour le dire. Maintenant, si le gouvernement a choisi... Ils vous diront qu'il n'y a pas assez de ressources. Si le gouvernement... S'il faut étendre les années, il y aura... Non, si le gouvernement estime que c'est cette période qui l'intéresse, ben le gouvernement... La période dans laquelle elle n'a pas contribué. Ah bon, ça, je ne sais pas si... Je ne sais pas si pendant cette période, le gouvernement... Je pense personnellement qu'il faut que nos dirigeants soient conséquents et sérieux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. Lorsqu'on décide de lutter contre la corruption, de lutter contre l'impunité, il faut, le premier critère pour que ça marche, que ça réussisse, c'est l'impartialité. C'est ce qui avait manqué au régime Yahi. C'est ce qui avait manqué au régime Yahi et qui a conduit à la chute et à l'échec du régime Yahi, notamment sur le plan de la lutte contre la corruption et l'impartialité. Regardez, il y a quelques semaines, quelques mois, on avait parlé de la gestion de l'escorte de la filière véhicule d'occasion. Et la période choisie, c'était, je crois, 2012, fin 2012 et 2016. Aujourd'hui, on prend 2013-2016. Pourquoi c'est toujours cette période-là? Quand on sait qu'actuellement, le numéro 3 du gouvernement, c'est en 2012, vers fin 2012-2013, que le numéro 3 du gouvernement, qui était alors numéro 2 du gouvernement, est parti. Est-ce que vous voyez? Et quand on sait que c'est en 2012 que l'actuel président de la République, qui était, on va dire, le vice-président sous le régime défunt, parce que... Vice-président dans l'ombre, hein? Oui, dans l'ombre, qui était pratiquement le vice-président, puisqu'on nous a dit que c'est lui, il participait même à la formation des gouvernements. Et, de toutes les façons, nous savons qu'il y avait des accointances entre Boni Yahi et Patrice Talon par le passé. Alors, donc, pourquoi est-ce que c'est durant la période où les deux ne se sont plus entendus et Patrice Talon s'est exilé, pourquoi c'est durant cette période-là qu'on limite les audits? Est-ce que ça veut dire que pendant que Patrice Talon était là, le pays était mieux géré, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient ensemble, le pays était mieux géré, ou alors on veut simplement on ne veut pas égratigner ceux qui sont avec soi actuellement. Donc, je pense, c'est des questions. Si vous me le permettez, je pense que c'est du rôle du journaliste de se poser mille et une questions, mais également c'est du rôle du journaliste d'aller fouiller également pour mieux comprendre, se rapprocher des gouvernants ou bien des autorités en place pour mieux comprendre également. Il ne nous revient pas ici. Il y a un fait. Il y a les résultats de l'audit commandité et des noms ont été cités. Ces noms-là, il y a des poursuites qui sont lancées. On demande à ceux-là de répondre de leurs actes. Si, devant la justice, eux-là, la justice estime qu'ils sont épinglés, ils sont mouillés, ils sont vraiment impliqués dans ce qu'on appelle la gabégie. Je pense que la justice fera son travail. Laissons la justice faire son travail et laissons les choses se passer normalement. Alors, parlons de gabégie, j'avais envie qu'on débouche directement sur le dernier sujet qui est quand même le programme d'action du gouvernement, PAG, qui fait objet quand même de ce que moi,
je qualifie, je peux vous le dire, d'action propagandiste parce que nous avons, le régime actuel a fait quand même un certain nombre de promesses comment on appelle, en faisant son ascension au pouvoir, de ne pas, comment on appelle, verser dans le populisme, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de messe de remerciement, de marche et autres. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de directeurs généraux de sociétés d'État, de sociétés étatiques, des ministres parfois qui vont dans leur commune, dans leur fief, pour dire qu'ils font une vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Franck Dannoumé, est-ce que nous avons aujourd'hui, est-ce que les populations béninoises ont besoin aujourd'hui de la vulgarisation du programme d'action du gouvernement qui a été déjà fait l'objet d'un vaste débat déjà qui a été lancé à coût de plusieurs millions? Est-ce que les populations ont besoin de cette vulgarisation ou bien elles ont besoin aujourd'hui des actions concrètes de ce programme d'action du gouvernement? Mais c'est clair qu'on ne peut pas, un an après avoir accédé au pouvoir, se mettre à dire voilà ce que nous allons faire alors que les gens ont faim. Alors que les gens ont faim. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question au Béninois, d'où se trouve l'argent avec lequel comment on appelle, on effectue ces actions de vulgarisation de programme d'action du gouvernement? Nous allons poser la question. Parce qu'après on parlera aussi de gabégie là à ce niveau. Oui, nous allons poser la question au gouvernement. C'est-à-dire, on a attendu. En décembre dernier, on a fait un lancement pompeux avec tout le bling-bling qu'on connaît de ce programme-là. Et nous attendions à ce que tout de suite, on puisse se mettre au travail. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous avait donné. Et puis, on nous a dit que pour le budget de 2017, on avait parlé de 10 000 milliards. Je crois que c'est bien ça. Hein? 2010 milliards. 2010 milliards, voilà, 2010 milliards. Et jusqu'à aujourd'hui, sur le terrain, on ne voit rien, on ne lance rien. Les gens ont fait, au contraire, à quoi est-ce qu'on assiste? On est en train de presser les citoyens. On ne presse pas parce qu'on le voit le week-end pour une vulgarisation du PHI, n'est-ce pas? Justement, il y a cette opération-là qui est lancée sur le terrain et le gouvernement estime qu'il faille nécessairement se rapprocher de la population, lui présenter son programme d'action de gouvernement, lancé depuis le mois de décembre, je crois. Le mois de décembre, avec une médiatisation assez impressionnante. Et vous voyez, le gouvernement estime qu'il faille maintenant descendre sur le terrain et ils descendent, ils en font ce qu'ils veulent. Et moi, il faut dire que tout ce qui se passe lors de cette campagne n'est pas du tout plaisant. C'est pas du tout plaisant. Qui a quand même défendu oui, bien sûr, mais bon, ils estiment qu'il faille nécessairement aller loin. Mais c'est pas, tout ce qui se passe sur le terrain n'est pas du tout plaisant. Et donc, il faut nécessairement qu'on corrige les choses. Parce que les actions qu'on a annoncées, les promesses qu'on a faites tardent à venir. Et le peuple commence à s'impatienter. Il faut trouver quelque chose pour détourner l'attention des gens, pour occuper les gens, histoire de faire chose. Regardez, pendant que on fait vulgarisation sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés nationales, tous les secteurs qui rapportent beaucoup de ressources sont en train d'être privatisés. Mais là, il faut que je sois d'accord. Je ne serais pas d'accord parce que l'État dit qu'ils font quand même ce qu'on appelle de la gestion déléguée et comme on appelle de la gestion libre. L'État est toujours le délégataire, l'État est toujours là pour mais tout ça là, c'est que des mots. Non, mais je pense que je pose une question à Armand, mais Armand à Franck, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui qu'il y a un véritable problème? C'est vrai que la méthode est peut-être à déplorer, mais est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui qu'au niveau du CNHU, au niveau de l'aéroport, il y a un véritable problème au niveau du personnel? C'est vrai qu'on doit vraiment penser au social pour que les emplois soient sauvegardés, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'au niveau de la qualité, aujourd'hui, nous avons un véritable problème? Parce que quand vous voyez quelqu'un qui va prendre l'avion à l'aéroport d'entrée de Cotonou, s'il n'est pas ministre, s'il n'est pas avocat, vous voyez comment il est traité. Si vous voyez comment on appelle au niveau du CNHU, quand vous avez un parent qui est malade et quand vous dites que votre parent va au CNHU, vous voyez déjà dans quelle situation il se met, dans quel état d'âme il est mis, parce qu'il se dit est-ce qu'il va être vraiment en bon état? Alors, est-ce que vraiment il ne faut pas réinitialiser totalement le système en faisant partie des gens? Posons-nous la question toute simple. Lorsqu'on va confier la gestion au privé, là, on ira chercher des ressources humaines de la Chine. Ce sera toujours des ressources humaines bénévoles sur la compétence et vous ne pouvez plus rester à la maison pour dire que vous êtes malade. Non, mais je pense que sur ce domaine, je pose cette question-là. Je pose cette question-là pour dire ceci. Je pose cette question-là pour dire ceci. La solution, on la connaît. C'est laquelle? La solution,
c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est d'éviter de faire des choix politiques. C'est d'éviter de faire le clientélisme. Moi, je pense que la politique du gouvernement de déléguer le pouvoir public. Non, je pense tout simplement qu'il ne faut pas chercher encore d'autres choses autour de cette histoire. Vous savez comment nos entreprises privées fonctionnent au Bénin. Au sein du privé, il y a beaucoup plus de rigueur. Il y a de rigueur, il y a des résultats qui sont attendus. Et il ne faut pas... Aujourd'hui, on sait comment nos sociétés publiques, nos sociétés fonctionnent. Et il ne faut pas tourner autour du pot pour chercher toujours quelque chose. Il faut dire la vérité au peuple et à saluer certaines initiatives. Vous vous rappelez que Patrice Talon avait promis faire des appels à candidature pour choisir des responsables au niveau de l'administration. Des appels à candidature ne veut pas dire privatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, nous voulons un dirigeant, par exemple, quelqu'un pour gérer le port. Voilà le profil que nous voulons. Voilà la mission. Voilà les résultats attendus. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dire que le port sera privatisé? Qu'est-ce que vous faites dire? Attendez, vous avez lu l'appel d'offres. On a dit que le gestionnaire peut aller jusqu'à proposer un organigramme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le système qui est en place sera totalement déstabilisé, remis à zéro. Mais si c'est ce que le gouvernement actuel pense quand même, qui peut être l'idéal et paraît légitime pour le gouvernement pour dynamiser la maison. Pour dynamiser quand même le poumon économique je pense que il faut que les gens arrêtent de nous distraire. Au niveau d'un certain nombre de sociétés, on a dit oui, voilà, on va faire truc là, on va améliorer des choses. Pas fini, on a licencié des gens. Alors que nous sommes dans un pays où le chômage bat son plein. On parle bien de la Sonapra. Et on a également un conseil des ministres qui vient de nous étaler les choses. Regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Regardez le nombre d'emplois. Regardez le nombre d'emplois. Non, mais justement. Non, qu'est-ce que vous en dites? Non, qu'est-ce que vous en dites? On a parlé de la Sonapra. Ce que j'en dis, maintenant, une société qui ne fonctionne plus. Ce que j'en dis, mon cher Amand. Ce que j'en dis, mon cher Amand. Ce que j'en dis, c'est que on est en train de tout faire pour pouvoir prendre tout ce qui rapporte de l'argent à l'État, pour pouvoir prendre cela. Je pense qu'il ne faut pas faire des affirmations gratuites. Ce n'est pas des affirmations. Quels sont les éléments dont vous disposez? Je vous dis ceci. Quand nous prenons le coton, lorsque le gouvernement Talon est arrivé, quel est le secteur qui a bénéficié des premières attentions? C'est le coton. On a fait des... Mais nous savons ce que le coton représente dans l'économie nationale. Non, ne tournons pas autour du pot, justement. Non, je vous demande de ne pas tourner autour du pot. Reconnaissons les efforts qui sont en train d'être faits pour que l'économie béninoise se porte bien. S'il faut nécessairement aller à revenir sur ce plateau pour encore un riche débat sur l'économie nationale. Nous allons nous revoir très bientôt, un autre samedi pour en débattre. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je mets un thème à cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères ou peut-être avec les mêmes. D'ici à là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.